L'épuisement physique et moral devient flagrant chez les enseignants et les enseignantes. Ils et elles sont malmenés, non reconnus. Du plus beau métier du monde, il est passé à un métier qui n'attire plus et qui épuise. Mais que s'est-il passé? Comment reprendre la barre de ce bateau ivre au service de nos élèves, en tout premier lieu, et pour redonner aux enseignants et enseignantes la place qui est la leur? Emmanuel Piquet, auteur de Comment ne pas être un prof idéal, nous accompagne pendant 1 heure à mettre des mots sur nos colères légitimes et faire au mieux pour continuer à être des professionnels au service des apprentissages de nos élèves et surtout, comment faire pour que tout cela ne nous empêche pas trop de vivre notre vie. Bienvenue Emmanuel. Merci beaucoup. Je suis ravie de revenir sur être prof. Est-ce que tu te souviens de ce qui a fait déclic chez toi sur cette question de la souffrance enseignante? Oui, et alors c'est extrêmement ancien vu mon âge avancé, puisqu'en fait moi je suis fille d'enseignant, donc fille de voilà à double titre donc papa et maman, et je l'ai vécu cette souffrance en fait le dimanche soir moi dans le creux de ma salle à manger parce que j'ai vu ma mère notamment à un certain moment s'effondrer en fait, se sentir totalement impuissante, maltraitée à différents égards. Et donc c'est vraiment une souffrance qui me touche énormément de ce point de vue-là, parce qu'elle vient me toucher vraiment dans mon intimité. Et surtout, ce qui m'a ensuite, quand j'ai commencé à travailler là-dessus, donc il y a 15 ans en fait, hein, vraiment, c'est un objet, la souffrance enseignante, qui attire toute mon attention. Euh, j'ai constaté que c'était vraiment un impensé, mais c'était un impensé. C'est-à-dire que quand je commençais à parler de souffrance à notamment aux institutionnels, hein, en fait, en disant mais au fond, ce serait quand même intéressant. Ils me disaient quelle souffrance. C'est une blague. Comme s'il y avait un espèce de tabou, comme si c'était quelque chose qu'il fallait pas toucher du doigt, en fait. Hein. Donc voilà. Donc le déclic est très ancien. Et puis aussi, et là je me permets de glisser, avec Chagrin scolaire, tu accompagnes beaucoup d'enseignants aussi. Donc Absolument. une sensibilité qui vient de ton intimité et de ta vie d'enfance, mais au quotidien aujourd'hui, un accompagnement fort des enseignants et donc de la souffrance qui est la leur. Absolument. En fait, sur deux territoires très différents, je dirais. Le premier territoire, c'est celui de la consultation, en effet, donc avec des patients enseignants qui sont vraiment à bout, quoi, d'une certaine manière, qui se sentent très coupables d'être à bout en plus, hein, parce qu'il y a tout un maelstrom émotionnel dans cette profession qu'il y a moins ailleurs, en tout cas. Et donc là, c'est un premier territoire très personnel. Voilà. Et puis, il y a l'autre territoire, la supervision pratique, où, en effet, dans ces sessions, euh, eh bien, je retrouve une souffrance plus axée professionnelle, pas encore paroxystique d'une certaine manière, mais où on commence à déceler les premiers éléments de quelque chose qui peut devenir en effet très très douloureux. Donc, il y a ces deux territoires assez passionnants dans les deux cas, et c'est vrai que c'est vraiment pour les raisons qu'on a vues, un profil, enfin une population, disons qui m'est très chère. Et moi, j'adore vraiment. C'est vraiment là où je me sens le mieux dans mon métier. J'ai vraiment plusieurs facettes à ce métier, mais c'est vraiment là où je me sens mieux, c'est avec les enseignants. Et je suis assez exceptionnelle de ce point de vue-là, parce que c'est pas connu pour être un public facile, en fait. Hein. C'est vrai. Ouais. Et pourtant, moi, je trouve que c'est vraiment. J'adore frotter mon esprit à celui des enseignants. Mais peut-être que tu nous parleras justement enfin, de l'approche avec laquelle tu travailles et qui te permet aussi peut-être cette capacité à aller te frotter, puisque c'est ce que tu cherches, hein, de renverser les schémas. Donc, mais je pense que en fil rouge, tu nous en parleras. Dans cette présentation, tu as parlé d'impuissance, tu as parlé de culpabilité. Moi, j'avais envie de te faire rentrer dans le sujet de ce prof non idéal et parfaitement non idéal, j'aurais envie de dire, par la perfection et par ce souci de la perfection qui nous mène, qui nous pèse. Pour moi, c'est un leurre qui nous bouffe. Comment on peut déconstruire ce terme ou en donner Enfin voilà, comment on peut déconstruire cette idée de cette perfection?
Eh bien, précisément, je pense qu'on peut la déconstruire en regardant à quel point elle est construite, au fond, par un certain nombre oui, de perceptions, à la fois collectives, et individuelles. On a cette image sépia, de l'enseignant, tous, enfin, je veux dire tous, tous on a cette idée-là de cet enseignant dont on se souvient avec, je le redis, des lunettes totalement sépia, qui était, à la fois extrêmement juste et très exigeant, à la fois, voilà, très passionnant et en même temps très rigoureux. Enfin bref, toutes sortes d'ailleurs, des oxymores, hein, souvent des espèces d'injonctions tout à fait contradictoires. Donc ça, c'est une première construction. C'est une construction nostalgique qui, à mon avis, fait beaucoup de mal. Mais ça, on n'y peut pas grand-chose d'une certaine manière. Et alors, ça déclenche quelque chose, une autre perception très étrange, je trouve. Et je pense qu'il y a deux métiers qui bénéficient de cet horrible saut, quoi, d'une certaine manière. C'est enseignant et entraîneur de l'équipe de France de foot. C'est vrai. C'est-à-dire que ce sont deux métiers que les Français estiment pouvoir vraiment critiquer sans aucun problème parce qu'ils se sentent totalement compétents et légitimes, à mon avis, de façon absolument erronée. Donc c'est une construction juste incroyable, quoi, je veux dire, et qui pour autant, à mon avis, voilà, crée cette espèce d'illusion de perfection, de volonté voilà, d'être toujours ultra là où on nous attend, quoi. Et je pense que il y a quelque chose de plus en ce moment qui est assez moderne, c'est que il y a quand même cette histoire de l'enfant trophée quand même, hein, qui est pas non plus hyper moderne, mais enfin qui est quand même là très fort parce qu'il faut qu'il soit trophée à plus d'un titre, c'est-à-dire pas seulement au niveau scolaire, mais au niveau épanouissement social, relationnel, etc. Donc il y a une espèce de voilà, il faut que l'école soit un havre de paix, d'épanouissement, d'apprentissage, de bonheur, un truc impossible, enfin je veux dire, mais beaucoup plus qu'avant je trouve, hein, c'est-à-dire que voilà, là vraiment quand on dépose son enfant à l'école, on veut que tout soit ultra bien pour lui et que ce soit un gros truc rempli d'édredons de toutes sortes. Et du coup, alors l'enseignant est enjoint en fait, est enjoint à participer en fait à cette espèce d'illusion avec des injonctions en effet extrêmement extrêmement paradoxales. Et quand on parle de prunelles de leurs yeux, je pense que c'était vrai avant, mais là ça devient encore plus aigu en fait. Et donc je pense vraiment que tous ces enjeux-là, toutes ces projections-là, toutes ces perceptions-là, elles viennent se mettre sur les épaules des enseignants. Et c'est ça, moi, en fait, qui me touche terriblement. Donc, je pense qu'une fois qu'on voit à quel point ça a été construit comme ça, alors c'est un peu plus aisé de le déconstruire en se disant tout ça n'est qu'une affaire de perception. Or, comme disait Václavic, qui est le penseur sur lequel je m'appuie énormément, il disait en fait, le problème, c'est pas vraiment le problème, c'est la perception qu'on en a. Alors réfléchissons à la perfection, à la perception que nous avons de la perfection, effectivement. Et en t'écoutant, je trouve, il y a tu parlais de l'image sépia, je trouve ça intéressant. L'image sépia de l'enseignant, mais aussi l'image sépia de ce qu'est ou ce que devrait être une classe. Ouais. Voilà. Et toutes les contradictions qui viennent. Et deuxième réflexion, que tu parles de cet enfant trophée. Et ça, c'est vrai que c'est une injonction très très forte de notre société où on a un projet pour nos enfants, où on, on veut qu'ils se développent en tant qu'individu et donc que tout autour de lui réponde à ses besoins et on oublie toute la part de faire société et de comment on fait en tant qu'individu pour ne pas se perdre dans ce collectif, mais pour renoncer à certaines choses, pour faire société. Et ça, c'est l'objet de l'école. Et les enseignants, je pense, sont pris entre deux feux parce que eux aussi peuvent être parents, qu'ils ont envie de répondre à chacun des besoins. Enfin, waouh, ça fait un truc assez perturbant et difficile si on ne. Bah justement, comme tu dis, si on ne travaille pas sur cette perception qu'on a des choses et qu'on fait un peu le ménage. Tu le disais, hein, c'est un métier sous le feu des projecteurs que tout le monde pense savoir faire, puisqu'on est tous passés par l'école. J'aimerais bien qu'on essaye d'esquisser un peu le tableau dans lequel on navigue en tant qu'enseignant
les contraintes avec lesquelles on doit faire malgré tout. C'est ça. Donc déjà, je pense que c'est quand même avec le couple, je dirais. L'éducation nationale, c'est pour moi le système le plus générateur de souffrance. Tu vois, donc Pardon. c'est pas une histoire de nombre, enfin quoique, mais je veux dire, en tout cas, je trouve que vraiment, c'est vraiment, quand je fais des conférences, je montre ce schéma avec l'enseignant au milieu, l'administration d'un côté, les adultes, la classe, les éléments de la classe, le ministre, parce qu'il ne faut pas l'oublier non plus, enfin, toutes sortes d'individus qui, à un moment donné, balancent des messages auxquels il faut répondre, et vraiment, on voit dans ce tableau à quel point c'est une zone d'emmerdement maximale. Et alors, il se trouve que du coup, comme interactionnellement, il se passe plein de choses avec des enjeux, comme on a vu, absolument terrifiants, il y a forcément de la souffrance. Moi, c'est ce que je dis aux parents d'élèves. En conférence, je leur dis, il y a de la souffrance, parce qu'il y a de la souffrance dans la vie, donc évidemment, il y a de la souffrance à l'école. Et ça, vouloir éradiquer cette souffrance à tout prix, c'est une illusion. Mais comme c'est quand même un peu dans l'air du temps, en ce moment, même si on commence un peu à s'apaiser là-dessus, mais du coup, quand il y a souffrance scolaire, que ce soit au niveau des apprentissages, que ce soit au niveau de la relation, comme tu disais, des interactions sociales en collectif de l'enfant, alors il y a un bouc émissaire ultra vite trouvé, c'est quand même l'enseignant. Je veux dire. Donc dès qu'il y a souffrance, et par définition il y a souffrance, mais on ne veut plus qu'il y ait souffrance, alors donc voilà, on se retourne, parce que je trouve que c'est comme ça que ça se passe, en nommant l'enseignant comme bouc émissaire. Moi, le nombre de fois où je dois vraiment rentrer pardon, dans le combat un peu, quand on m'explique que les enseignants, il y a des faits de harcèlement devant leurs yeux, mais qu'ils ne font rien, ou qu'ils y participent même. Je veux dire, c'est aberrant. Enfin, c'est incroyable. Et je trouve que ça crée une douleur aussi très forte, en fait, hein, d'être considéré comme un peu le responsable de tous les maux de la société et des enfants, quoi. Alors même qu'on passe son temps à essayer de courir comme sur un bateau qui est en train de tourner sur lui-même, on court dans tous les sens pour essayer d'éviter le pire. Donc ça, moi, je trouve que ça, c'est vraiment un point hyper important. Et puis alors, en effet, on parlait d'injonction paradoxale. Je trouve que c'est vraiment. Alors, je ne dis pas qu'il n'y en a pas dans l'entreprise par ailleurs, hein, je veux dire, mais c'est un métier qui est quand même très confronté à ça. Il faut être, comme on disait tout à l'heure, à la fois bienveillant et à la fois exigeant. Il faut être à la fois juste et à la fois gentil. Il faut ne laisser aucun enfant sur le bord du chemin, parce que sinon, on est quand même vraiment le pire des bourreaux. Il faut s'adapter à tous et à chacun, comme si on était un garçon de café avec un plateau qui va à chaque table d'élèves parce que voilà, chacun est hyper différent entre le dyspraxique voilà, du premier rang, qu'on a mis au premier rang, parce que si elle est à côté du TDAH qu'il faut bien qu'on contrôle, et puis le HPI derrière qui pleure parce que voilà, il est trop intelligent, enfin je ne sais pas, bref, enfin en tout cas, il y a toute une série d'injonctions comme ça où en effet il faut vraiment s'adapter à chacun, ne laisser aucun enfant au bord du chemin, mais évidemment terminer le programme parce que c'est quand même un minimum. Tout ça dans une espèce d'ambiance ferme où il n'y a pas de chahut, quoi. Et donc, en fait, le problème, c'est que soit on essaye de répondre à ces injonctions, et moi, je connais des enseignants, notamment des jeunes qui sont pas encore usés, en fait, hein, qui essayent, en fait, très clairement, de répondre à cette injonction-là, et qui n'y arrivent pas. Et qui n'y arrivent pas. Et donc, comme ils n'y arrivent pas, alors ils s'envoient le message qu'ils sont de mauvais profs. Et puis, il y en a qui ont renoncé, en fait, qui ont dit, mais moi, je suis désolée, je ne vais pas faire les 140 aménagements dont on parle, parce que c'est juste pas possible, en fait. Et là, alors, le message qu'on leur envoie, c'est qu'ils sont de mauvais profs. Donc, en fait, dans les deux cas, ils sont de mauvais profs. Et c'est ça, en fait, la terrible injonction paradoxale, c'est que si tu réponds à l'un, alors, de toute façon, ou à l'autre, de toute façon, tu as perdu, en fait, hein, d'une certaine manière. Donc, et ça, je trouve que c'est très propre au métier d'enseignant. Mmh. Dans tout ce que tu viens de dire, hein, on a commencé à esquisser, le tableau des émotions finalement qu'on vit, intrinsèquement. J'ai l'impression que une des pistes à explorer, c'est de nommer ces émotions, de les accueillir puisqu'elles viennent nous dire quelque chose, de les comprendre et d'en faire quelque chose, voilà. Et on fait comme une gare de triage en fait. Est-ce qu'on peut essayer d'esquisser ce tableau des émotions et de donner des pistes de réflexion? Puisqu'il n'y a pas de formule magique, hein, c'est Non, quelque chose, clairement pas. voilà, mais une piste, voilà.
on rappelle le titre, hein, de cet entretien, c'est comment être imparfait Absolument. finalement et non idéal, voilà. Alors, je dirais que moi, ce que je constate, et encore une fois, les émotions qui ont émergé pendant le Covid ne sont pas forcément les mêmes aujourd'hui, n'étaient pas les mêmes avant. Enfin, je veux dire, chaque période a ses émotions. Il y a quand même, d'une façon générale, une émotion très forte, moi, que je rencontre, qui est celle de la colère. Donc, une colère souvent rentrée voilà, parce que quand même, on est là pour prendre sur soi un peu, hein, dans le corps enseignant. Il y a un côté bon soldat avec toute l'affection que j'y mets, mais il y a quelque chose de l'ordre de prendre sur soi. Donc c'est une colère qui, en effet, comme tu le disais, n'est pas accueillie. En fait, elle est pas, on lui fait pas exactement de place. Ça peut être aussi une colère contre les parents, ça peut être aussi une colère contre certains enfants, je dirais. Et ça, c'est pas très bien perçu d'être en colère contre certains enfants. Et pour autant, voilà, il y a des comportements qui génèrent des colères absolument énormes et légitimes de mon point de vue. Je dirais qu'il y a aussi, et c'est un peu corrélé, une forte sensation d'injustice pour un certain nombre d'enseignants. C'est-à-dire, oui, vraiment, cette idée voilà, que c'est très asymétrique, qu'il y a énormément d'exigences de part et d'autre, et puis pas beaucoup de reconnaissance, quoi. Donc il y a quand même ce déséquilibre-là qui crée une sensation d'injustice, avec le risque, je trouve, euh, euh, de ce que j'appellerais le ressassement. C'est-à-dire que, en fait, comme tu disais tout à l'heure, moi, donc je travaille avec une école qui s'appelle l'école de Palo Alto. Quand j'ai une école de pensée, hein, qui s'appelle l'école de Palo Alto, et qui, au fond, travaille vraiment sur ce qui alimente ou ce qui amplifie, au fond, la souffrance dans laquelle on se trouve à un moment donné. Et donc, au fond, je regarde assez peu ce qui se passe, ce qui s'est passé avant, dans l'enfance, etc. Je regarde vraiment ce qui, dans le système actuel de cette personne-là, alimente le problème et donc la souffrance. Et ce que je constate parfois dans cette sensation d'injustice qui peut en effet s'apparenter parfois à de la colère, c'est qu'il y a un ressassement interne, voilà, comme plein de gens, enfin je veux dire, mais il y a aussi un ressassement collectif. Qui pourrait être considéré comme une régulation, c'est-à-dire oui, bah, je dis ma colère à mes collègues, je la partage avec mes collègues en salle des profs et tout ça, et donc du coup ça fait du bien. Je crois pas en fait. Alors bien sûr que ça fait du bien hein, sur le moment. Bah, je vais absolument pas dire qu'il faut arrêter ça, mais je pense que c'est pas exactement une régulation. Parce que pour moi, en effet, la régulation, c'est d'aller en parler à l'interlocuteur contre lequel on est en colère, pas de ressasser ça avec des gens qui partagent la même colère que nous, même si, encore une fois, je le redis, à court terme, ça peut être tout à fait bénéfique, mais moi je pense que ça maintient au fond quelque chose, un espèce de combat interne un peu délétère en fait finalement et qui alimente la souffrance. Ce que tu dis là, c'est que finalement, c'est ce qu'on a envie enfin, ce contre quoi on est en colère ou ce contre quoi on ressent de l'injustice, c'est de trouver l'instance dans laquelle on peut agir, puisque je pense que ce qui fait souffrance aussi, c'est de se sentir non acteur Absolument. face à tout ça. Absolument. Et du coup, ça génère un ressassement puisque c'est la seule façon qu'on a voilà. Et donc, ça génère parfois des ressassements internes, intrafamiliaux, qui sont assez pénibles à vivre pour la famille de l'enseignant, même si, bien entendu, la souffrance, elle est plus forte chez l'enseignant que à côté. Mais je veux dire, c'est quelque chose, oui, qui un peu tourne en boucle, quoi, d'une certaine manière, avec toutes les bonnes raisons, quoi, mais qui ne trouve pas son exutoire, son interlocuteur, de manière. Et je le lis avec la sensation d'injustice parce que je pense que ressasser une sensation d'injustice, pareil, c'est pas exactement générateur d'apaisement. En revanche, essayer de trouver des solutions, comme tu disais, pour tenter de faire diminuer l'injustice, alors on est plus dans quelque chose de l'ordre de l'action, et c'est à mon avis l'inverse du ressassement. Et comme je le disais précédemment, moi, mon objectif, c'est d'arrêter ce qui fait gonfler la souffrance ou enfler la souffrance. Et donc, ça veut dire que pour faire arrêter ça, je fais faire l'inverse, en fait, aux gens qui me font confiance pour les aider. Et donc, c'est vrai que je vais être amenée à réfléchir avec les enseignants à comment ils pourraient, de façon syndicale, de façon autre, enfin, je veux dire, peu importe, mais en tout cas, plutôt aller essayer de se mettre en action. Par ailleurs, sur la colère plus intime comme ça, parce que je comprends qu'il y a des gens qui n'ont pas envie forcément d'aller combattre, euh, vraiment, je vais leur proposer de prendre un temps pour
tenter de nommément écrire à la personne qui déclenche cette colère-là. Donc, je leur demande d'écrire aux parents d'élèves qui les a ultra maltraités la semaine d'avant, en envoyant évidemment pas la lettre, bien sûr. Oui, c'est ça. C'est une lettre symbolique. Hein. C'est une lettre qui Symbolique. reste entre soi et soi. Entre soi et soi, ou entre soi et son thérapeute. Moi, j'ai pas mal de lettres de colère dans mon cabinet que je garde par devers moi, parce que je pense que ça peut être aussi leur place. Mais vraiment nommément, c'est-à-dire nommer la personne, virgule, et dire tout. Et alors, je leur dis, lâchez-vous, parce que le prof a du mal à se lâcher quand même ensemble, hein, c'est-à-dire, voilà, donc je dis, si vous pouviez utiliser des gros mots, ce serait vraiment très bien. Enfin, vraiment, il faut lâcher ça. Il faut que ça puisse être dit, écrit, et encore une fois, nominativement. Ça peut être aussi une lettre contre certains élèves. Ça ne fait pas de nous des monstres de dire ça, parce que, encore une fois, sinon, moi, je ne sais pas comment on fait. Enfin, je pense que appuyer sur le ressort de la colère comme ça, en permanence, en se disant, il faut que tu prennes sur toi, allez, c'est pas si grave, allez, calme-toi, allez, c'est bientôt fini, c'est bientôt les vacances. Enfin, tout ça, pour moi, fait enfler Ce que tu dis, je trouve ça vraiment intéressant à explorer, c'est que ces émotions, de toute manière, elles sont là. Donc, on ne pourra pas les faire taire. Donc, il est nécessaire, là où on est professionnel, c'est que on les accueille par devers soi, entre soi et soi. On en fait quelque chose entre soi et on ne passe pas à l'acte. C'est-à-dire, je peux être en colère contre un parent parce que je ne comprends absolument pas son système de fonctionnement. La responsabilité peut être partagée, mais peu importe, en tout cas, je le nomme, je le regarde en face, je me défoule et je ne passe pas à l'acte, je regarde cette personne et je reste professionnelle. Et c'est peut-être ça, ce qu'on ne s'autorise pas à faire, mais ça, de façon générale, c'est que on pense dans notre société qu'il ne faudrait pas être en colère. Exactement. Jamais. Et donc, dès qu'on ressent de la colère, on se dit, oh là là, mon Dieu, je suis une mauvaise personne que de ressentir cette colère. Et fondamentalement, et paradoxalement, le fait même de se dire ça peut créer une explosion à un moment donné qui va, en effet, faire de nous une mauvaise personne, mais faire nous faire avoir un comportement colérique qui peut avoir des conséquences peu sympathiques pour tout le monde. Donc, c'est vraiment ce sur quoi je travaille avec eux en disant, en voulant absolument taire cette colère et faire en sorte qu'elle n'ait pas de place, vous êtes en train de provoquer, de mon point de vue, en tout cas c'est un risque, la magnifique colère que vous allez faire prochainement et qui va pas vous faire du bien et qui va éclabousser potentiellement beaucoup de monde. Donc ça c'est vraiment extrêmement important. J'ajoute que, encore une fois pour déconstruire, je leur dis, il n'y a rien dans le monde qui s'est fait sans colère. Enfin, je veux dire, la colère c'est l'émotion qui fait changer le monde. Hein. Donc, et puis alors, elle est tellement légitime, elle est tellement légitime que voilà, que en plus, voilà, il y a toutes les raisons de lui faire une place de choix, une place haut de gamme, comme si on accueillait une amie pour le thé parce que elle nous dit en effet, comme tu disais tout à l'heure, elle nous dit quelque chose d'important sur sur où on en est là à ce moment-là émotionnellement. Je dirais que il y a une autre émotion que moi je trouve très fréquente et qui est assez peu nommée au fond, c'est l'autodéception. L'autodéception est une émotion extrêmement sournoise, très rampante, encore une fois qu'on n'arrive pas trop à nommer, et surtout qu'on ne veut pas ressentir, parce que c'est hyper douloureux l'autodéception, d'une façon générale. Mais quand on a été un très bon élève, et qu'on a été plutôt en réussite, et qu'on a été plutôt valorisé, et qu'on s'est auto-valorisé dans cette réussite-là, l'autodéception est encore plus comment dire, angoissante en fait à ressentir. On n'est pas prêt à ça, on n'a pas envie de ça, et donc le risque c'est que on évite à tout prix de s'y frotter en fait à cette émotion-là. Et d'ailleurs, cette émotion-là, on la trouve aussi pas mal chez certains adolescents hein, très brillants qui à un moment donné tout à coup échouent et qui se frottent à cette émotion qui est trop dure pour eux et qui du coup arrêtent d'être au monde en fait pour ne plus la ressentir. Hein. Donc c'est une émotion qui génère des évitements qui peuvent être vraiment très problématiques. Et je pense que grand nombre d'enseignants qui ne parviennent plus à retourner à l'école, parce que
il y en a un certain nombre, en tout cas moi dans mon cabinet, sont des enseignants pour lesquels c'est trop douloureux de ressentir cette autodéception. Or, face à une autodéception, en fait, on peut en effet éviter de la ressentir, ce qui, à mon sens, est une mauvaise idée, parce que le fait même d'éviter de ressentir cette autodéception nous renvoie un message absolument décevant de tu n'es même pas capable de retourner en classe. Donc, en fait, encore une fois, comme avec la colère, on provoque strictement exactement l'inverse de ce qu'on souhaite. Et donc, moi, je trouve intéressant aussi de regarder ce que nous dit cette autodéception. Et cette autodéception, elle nous dit souvent qu'il y a un écart entre l'idéal qui était le nôtre en tant qu'enseignant, et puis ce qu'on parvient à faire avec les classes qu'on a, avec les parents d'élèves qu'on a, avec les collègues qu'on a, enfin, etc. Et au fond, cet écart, il y a deux façons de le traiter. Soit, en effet, euh, on baisse cet idéal, soit en effet on se dit comment je peux l'atteindre. Et on en revient à l'idée de prof idéal. Moi, c'est vrai que très souvent, je travaille avec eux sur cet écart qui génère l'autodéception en disant, sur cette classe dont vous parlez, parce qu'on dira jamais assez quand même ce paradoxe, pardon, je fais une, mais parce que on dira jamais assez ce paradoxe inouï entre, d'une certaine manière, des parents qui, depuis une vingtaine d'années, mettent l'enfant au centre avec toute cette idée de bienveillance, d'éducation positive, qui a fait que les enfants, en effet, ont droit à la parole, ont droit à l'espace, ont droit à plein de choses. Et évidemment, c'est parfait et c'est vraiment, c'était parfaitement nécessaire par rapport à l'éducation que les générations antérieures avaient subie. Mais les conséquences de ça, ça fait des enfants qui sont évidemment beaucoup plus vifs, beaucoup moins obéissants, beaucoup plus. Et donc, on veut à la fois obtenir ça, mais on veut à la fois que les enseignants sachent faire avec ces enfants comme si c'était simple. C'est quand même une injustice absolue. Enfin bon, bref. Donc, il m'arrive très souvent de dire, donc, avec cette classe telle que vous me la décrivez, ces enfants-là, à votre avis, un agrégé, donc un homme évidemment, un prix Nobel d'éducation, de pédagogie, d'une 60aine d'années, donc on le met devant, donc qui a vraiment beaucoup réfléchi et qui a aussi œuvré. Hein. Imaginons vous le mettez face à cette classe, à votre avis, il en mobilise de façon vraiment très sérieuse combien toute l'année quoi, sur ces 20 là. Et souvent ils me disent, bah, j'imagine une dizaine. Je dis d'accord. Et donc vous êtes brillante, évidemment, mais vous n'êtes pas à la hauteur de cet homme-là. Donc vous pensez que vous, du coup, vous pourriez en mobiliser combien de façon pérenne? Et ils me disent, ben, je sais pas, 5, 6. Je dis, je vous trouve un petit peu prétentieux, mais enfin bon, je plaisante, hein, évidemment. Mais on descend de comment je peux faire en sorte que cette classe soit totalement mobilisée, parce que sinon je suis auto-déçue, à comment je fais pour en mobiliser 4, parce qu'au fond, c'est ça qui est possible, non Ouais, tout à obligatoirement, fait. quoi, d'une certaine manière. Mmh. Je reviens sur quelque chose que tu as dit, précédemment, sur, cette responsabilité, individuelle qu'on a de travailler sur, notre colère, l'accueillir. Mais je voulais t'emmener sur une question de OK, il y a des choses qui m'appartiennent, sur lesquelles je peux bosser, sur lesquelles je peux accueillir, déconstruire. Comment je fais pour, faire, le deuil finalement d'être reconnue par la société? Parce que, pour le coup, en ce moment, c'est compliqué. Malgré le fait que je puisse travailler sur cette imperfection et d'accepter et de la regarder en face en disant: «Beh, hey, enfin la vie n'est pas parfaite, donc j'appartiens à la vie, donc je suis une humaine comme, tout le monde, donc a priori, il y a pas de raison que je sois, plus parfaite que d'autres. N'empêche que, continuellement, la société, les autres, et les autres, ça forme un gros machin, les autres me renvoient que quand même je pourrais faire mieux. Comment je gère cette tension, quoi? Je suis hyper déçue que l'époque du confinement où on disait on a compris. Merci. Je me souviens, on en avait parlé de ces parents d'élèves qui faisaient des petits cakes en forme de test Covid là, pour montrer leur solidarité et tout ça. Donc je pense que ça a été un moment de grâce très très, très court. Euh, donc je crois que je crois qu'il faut se préparer à ça en fait. C'est-à-dire que moi
j'accompagne vraiment des enseignants à ça, c'est-à-dire qu'ils me disent mais qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je réponds quand tout à coup j'ai des remarques ultra désagréables sur et c'est toujours très insidieux, hein, c'est toujours très euh, voilà, c'est toujours ces gens quand on dit moi mes moyennes sections de cette année c'est juste pas possible, enfin je veux dire je m'en sors pas en fait, c'est quand même épuisant, enfin, horrible et tout ça et que j'ai en face de moi quelqu'un qui dit et sinon les vacances de la Toussaint tu fais quoi du coup, hein, parce que je crois que t'as 15 jours, c'est ça. C'est très très implicite. Euh, D'abord je les prépare à ça et puis surtout je leur dis je crois que la seule personne qui peut comprendre cette plainte, cette souffrance-là, c'est vous-même. C'est celle qui peut le mieux le comprendre. Ou votre conjoint, hein, s'il est enseignant, éventuellement. Mais surtout, il n'y a que vous qui pouvez vous câliner par rapport à ça. Parce que c'est une souffrance très intime, en fait, hein, d'une certaine manière. Et déjà, je leur dis donc, allez tenter d'expliquer, enfin, allez tenter de dire à quel point c'est dur, à se justifier, ouais, face à une population qui est pas dans cette même vision du monde, ça provoque l'inverse de ce que vous voulez parce que ça, à chaque fois vous prenez un coup de poignard dans le cœur. Donc vraiment, choisissez de façon très précise et qualitative les gens à qui vous parlez de votre métier, parce que vous faites du mal en fait en faisant ça. Et puis parfois, je travaille avec eux sur des réparties un peu dérision, hein, très en autodérision, très souple, mais qui vont mettre l'autre un peu dans une situation Des flèches. des Tu nous flèches. parles des flèches. Moi, je veux bien faire une petite digression sur les flèches parce que je trouve que c'est un outil. On fait une toute petite digression sur le harcèlement scolaire et la manière dont tu accompagnes les enfants et les jeunes qui viennent te consulter. Mais je trouve, c'est vrai que cette réflexion sur les flèches, elle est intellectuellement jouissante. Oui. Ouais, donc vraiment, c'est cette idée qu'au fond, d'une certaine manière, la personne qui harcèle, mais que ce soit quelqu'un qui harcèle un enseignant, hein, parce que franchement, des fois, ça arrive Tout dans à fait, la famille, hein, complètement. vraiment, le beau-frère Ouais. qui a la haine de l'enseignant, c'est quand même un peu du harcèlement. Heureusement, c'est que pendant les repas de famille. Mais donc l'idée, c'est que le harceleur, au moment où il harcèle, éprouve un plaisir infini à harceler. Il a un sentiment de toute puissance, d'emprise, et c'est la souffrance de l'autre en fait qui génère cette sensation très agréable. Et donc nous, notre idée, c'est vraiment de dire comment est-ce qu'on peut transformer cette sensation agréable en une sensation désagréable en fait, pour que si jusqu'ici le harceleur en effet jouissait de cette emprise, de cette beauté, tout à coup, il en conçoive plutôt un inconfort. Et donc, pour ce faire, on va travailler avec celui qui a le plus intérêt à ce que le harcèlement cesse, c'est-à-dire la victime du harceleur. Et donc, on va élaborer avec cette victime une stratégie souvent verbale, mais qui peut être aussi comportementale, qui va faire croire à l'enfant harceleur que non seulement ça ne fonctionne plus pour le faire souffrir, mais que même peut-être ça le fait un peu rigoler en fait. Parce que finalement c'est relativement drôle, c'est surtout très ridicule cette posture de harceleur et donc c'est assez drôle et donc s'il pouvait continuer ce serait bien. Grosso modo c'est ça. Et donc l'idée c'est vraiment de faire tomber de son piédestal le harceleur, dont le talon d'Achille pour la très grande majorité d'entre eux est la popularité. Et donc l'idée c'est que jusque-là il gagnait en popularité en harcelant et là il perd en popularité harcelant et donc il fait une expérience émotionnelle très intéressante que parfois un agneau ça mord. Et du coup, voilà, j'aime bien cette digression parce que c'est aussi alors, on a parlé du travail qu'on pouvait faire sur soi, mais dans ce rapport à l'autre, des choses qu'on ne maîtrise pas, on peut aussi tenter de s'outiller, de s'armer. Et tu le disais, hein, on fait semblant à un moment. Hein, c'est que on peut continuer à être pétrifié, mais on s'est entraîné à se dire bon, la prochaine fois que machin en salle des profs, parce que c'est aussi entre profs, ou à la grille, il y a machin ou machine qui me dit ça, en fait, je vais réfléchir à cette phrase que je vais sortir et rem- qui me fait sortir de cette position basse, en fait, où je subis les choses. Sans, sans agressivité, sans passage à l'acte, sans humiliation, mais juste un truc, bim. Est-ce que tu as un exemple là ou pas du tout? J'ai un exemple là, qui est très récent, que j'ai vraiment, qui m'a beaucoup touchée. C'était un petit. Alors, j'ai pas un exemple d'enseignant récent là, Ok, mais mais
sur les enfants, parce que ça permet aussi de comprendre le Oui, principe. tout à fait. Donc, c'est un petit CP, en fait, donc, Gustave, qui ses parents viennent en me disant, voilà, il est très embêté par des enfants de sa classe qui le traitent de singe, en fait, qui imitent des gestes de singe quand ils le voient, enfin, quand ils sont pendant la cour de récré, évidemment en douce des enseignants, hein. À 6 ans, on est quand même intelligent, et qui, même dernièrement, lui ont jeté des cacahuètes, en fait. C'est un gamin qui a quand même élaboré d'aller chercher des cacahuètes et de les. Bon, bref. Donc, il est totalement tétanisé. Et donc, ce qui est intéressant d'ailleurs, je trouve, pour les enseignants à bien voir, c'est que du coup, les parents du série, à juste titre, vont voir la directrice qui fait une grosse réunion, en fait, je dirais, à la fois avec les parents, à la fois avec les enfants. Il y a une heure de vie de classe dans toute l'école, hein, pour dire voilà, c'est juste impossible, enfin, on ne fait pas ça dans notre établissement, c'est n'importe quoi. Le prochain qui fait ça, et d'ailleurs, il y a des sanctions, hein, qui sont posées, etc. Donc, c'est pas comme s'il n'y avait rien été fait. Et malheureusement, le gamin dit que ça va, mais sauf que les parents voient que ça va pas. Donc, c'est pour ça que je le reçois en consultation, et il me dit je préférerais que tu n'en parles plus. Enfin, parle pas du tout parce que ça marche pas, en fait. Enfin, je veux dire, ils ont continué, mais ils le font de façon très 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 souterraine, quoi. Ils ont vraiment trouvé le bon moment, ou juste quand la maîtresse tourne le moment, ils font comme ça, quoi. Enfin, je veux dire. Donc, ils le font moins souvent, c'est depuis cette voilà, mais il continue à le faire, et surtout lui est tétanisé parce qu'il voit bien que ça s'est pas arrêté et qu'on continue, en fait, à le. Donc, du coup, je lui dis bah, c'est horrible, et donc qu'est-ce que tu fais? Il me dit bah, je m'en vais, en fait, hein, je tourne le dos et je m'en vais, mais il dit moi j'ai mal au ventre quand je vais à la récré et tout, quoi. Et surtout je sais pas quoi faire, quoi. Et puis en plus il dit je comprends pas qu'on puisse dire ça. Je lui dis non mais moi non plus. Donc moi je suis dans un état, t'imagines, je suis envie de tuer tout le monde. Donc, je lui dis, écoute, chouchou, il faut qu'on fasse quelque chose, parce que c'est pas possible, en fait, qu'il te bousille comme ça ton année de CP. Donc, on va faire la chose suivante. La prochaine fois qu'ils viennent et qu'ils t'imitent, là, tu les regardes droit dans les yeux, surtout tu ne t'en vas pas, donc c'est déjà à 180 degrés. Et là, tu les regardes et tu dis, quand vous dites singe, en fait, vous voulez dire comme Mbappé. Donc, je dis donc, soit ils vont te dire, ah, pas du tout comme Mbappé, il faut dire, bah si, parce que Mbappé aussi, il y a des gens qui font ça avec lui, des gens racistes. Et donc, si vous pouvez continuer, parce que moi, ça me valorise quand même, parce que c'est un peu mon idole, quoi. Soit ils disent ouais exactement comme Mbappé, et là tu dis pareil, tu dis bah continuez parce que moi c'est vraiment mon idole, donc je trouve que c'est hyper sympa, donc dans tous les cas en fait tu reprends le contrôle, c'est-à-dire que tu leur dis vous pouvez continuer parce que moi je trouve ça ultra valorisant, et en gros c'est vous qui êtes raciste, quoi, d'une certaine manière. Et alors donc j'étais extrêmement contente, lui aussi, hein, il sautait dans la rue, je le voyais partir du cabinet, il sautait à côté de son père. Et alors, 15 jours plus tard, donc je le revois, je lui dis alors Gustave, qu'est-ce qui s'est passé? Et il est un peu déconfit parce qu'il me dit ils ont arrêté, en fait, j'ai pas pu dire. Et donc je lui dis mais comment ça se fait? Et il y a ce fameux changement de posture qui est en fait notre objectif, hein, qui est que les enfants se réouvrent en disant viens, mais tu vas voir ce qui va se passer. Ouais, vas-y, bah, en fait, tu peux venir, quoi. Exactement. Ouais. Donc voilà, c'était un des petits derniers qu'on a eu en juin. Et merci pour cet exemple. Alors c'est vrai que on a l'impression d'être passé d'un sujet à un autre. Et en fait, je trouve que cette illustration, elle illustre aussi cette capacité qu'on peut avoir en tant qu'enseignant par rapport à tous les sujets qu'on vient d'énumérer, la possibilité, la capacité à reprendre le contrôle sur les choses. Voilà. Lors d'une inspection, d'un rapport avec un ou une collègue difficile, d'un rapport avec avec un parent difficile. Ça n'empêche pas la remise en question et le questionnement qu'on peut avoir sur qu'est-ce quelle est la responsabilité? Est-ce que j'en ai une moi en tant que personne? Mais si j'en arrive à dire que bah non, là, franchement, la responsabilité, elle est de l'autre côté, il faudrait bien que ça cesse, de retrouver cette puissance, j'ai envie de dire, qui nous dit t'as pas le droit en fait de marcher dessus, quoi. Voilà. Donc merci pour cette illustration digression. J'espère que ceux et celles qui écoutent comprendront en fait cette digression et elle servait le propos. Est-ce que tu aurais d'autres choses à nous donner à entendre de ce que les enseignants disent de, de leur métier, de leur rapport à leur métier qu'on n'aurait pas évoqué depuis le début? Je dirais que en fait, donc comme je disais, il y a deux espaces, hein. Il y a l'espace de consultation et puis il y a l'espace de supervision pratique. En consultation, ils disent des choses comme j'en peux plus, je n'en peux plus, je songe à changer de métier, j'ai peur d'y aller, je me sens nulle, ça beaucoup.
Je me sens nue. Ah ouais. Et je pense que c'est le seul endroit où ils le disent, en fait, hein, je me sens nue. Je me sens abandonnée aussi, quand même, un peu par l'institution, quoi, à un certain moment. Donc ça, c'est vraiment dans des souffrances un peu paroxystiques, quoi, qui sont on va dire, corrélées à un burn-out, quoi. Et puis, alors, en analyse de pratique, surtout chez les jeunes, j'entends, je ne pensais pas que c'était ça. Ah oui. Ouais. Je pensais pas, je pensais pas que c'était comme ça. Je pense que ça va être de moins en moins vrai, parce qu'il commence à y avoir des témoignages là, quand même plutôt bien faits, construits, intéressants et même drôles. Il y en a eu avant, hein, mais je veux dire, cette rentrée, il y en a au moins 2 livres qui sont sortis là-dessus, donc ça c'est intéressant. Donc, et d'ailleurs, je pense que le fait que la parole se libère un peu, ça fait qu'il y a, il y a moins de candidats, hein, parce que du coup, les images sépia Oui, c'est ça. voilà. Donc ça, c'est les jeunes. Et alors, les plus expérimentés, ce que j'entends souvent, c'est et ça me brise le cœur en fait. C'est j'ai adoré ce métier. Et là, Mais au passé. Ouais. Mm. voilà, en gros, ce que j'entends dans ces 2 territoires. J'aimerais bien essayer en guise de conclusion de condenser ça autour d'une question. Concrètement, on a vu nommer les choses, hein, les accueillir, les sortir de soi, mais ne pas passer à l'acte avec les personnes et rester professionnel, c'est bien l'objet. Faire le deuil de cette reconnaissance, imaginer des flèches à tirer à ces gens qui nous harcèlent au quotidien. Voilà, je l'ai mis entre guillemets, mais ça peut être de cet ordre-là à certains moments. Donc, en guise de conclusion, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Et j'aime bien cette idée de premier pas à faire pour aller vers cette idée de je suis prof, imparfait, et c'est très bien comme ça. Moi, j'ai l'impression que le premier pas, c'est vraiment de se mettre en contact avec l'émotion quand il y a quelque chose qui nous submerge. Et d'essayer, en effet, de la nommer, de se dire est-ce que c'est de la colère, est-ce que c'est de l'autodéception, est-ce que c'est de la tristesse, est-ce que c'est de l'angoisse, enfin voilà, c'est de la culpabilité, il peut y avoir toute forme d'émotion, et de se poser avec elle en lui disant en gros, dis-moi ce que tu as à me dire, sans essayer de la faire sortir par la porte parce qu'elle entrera par le soupirail, l'émotion. Et donc, voilà, j'espère que là, on a donné quelques définitions qui peuvent vous mettre sur la voie de c'est quoi cette émotion. Et le deuxième pas, si on subdivise comme ça, c'est vraiment de se dire si elle est là, c'est qu'elle est légitime. Et d'aller chercher en quoi elle est légitime. Et surtout pas d'essayer de la bâillonner, quoi, en gros. J'aime beaucoup cette idée de la légitimité. Ça veut dire, c'est s'auto-reconnaître que on a le droit de ressentir ce qu'on ressent et de se sentir injustement traité. Mais après, il faut en faire quelque chose. J'ai l'impression que tout au long de cet échange, on a donné des pistes. Aucune recette magique, hein, et puis, j'ai envie de dire, explorer aussi, l'accompagnement qu'on peut avoir par un professionnel, si besoin, si on n'arrive pas à s'en sortir tout seul. On va voir un médecin, du sport, quand notre pied nous empêche de marcher. Pourquoi on a tant d'hésitation, dans notre culture à aller voir quelqu'un qui peut, nous accompagner, sur notre santé mentale? Et particulièrement quand on est enseignant, parce qu'il y a ce côté, je vais y arriver, il y a une valeur persévérance chez l'enseignant qui crée des Mmh. drames de mon point de vue, en fait. Hein. Merci beaucoup Mais Emmanuel. c'est moi, c'est un vrai plaisir. Alors je rappelle que cet entretien, on l'a fait autour du livre Comment ne pas être un prof idéal. Franchement, je le conseille à tout le monde. Vous pouvez le trouver d'occasion à pas très cher, parce que j'aime pas donner des recommandations qui sont trop payantes, mais j'invite aussi tout le monde à aller voir toutes les parutions d'Emmanuel sur le harcèlement scolaire. J'ai la liste là devant les yeux. Il y en a beaucoup. Voilà. J'ai envie de dire, ah bon, alors je suis un peu, vous l'aurez senti, un peu adepte d'Emmanuel. J'aime beaucoup son ton direct
Et voilà, je vous invite toutes et tous à aller découvrir ce ton et ce travail fait autour du monde enseignant et des enfants qu'on accompagne. Un petit mot de la fin, Emmanuel, hein, comme un mantra, comme un petit dicton, j'en ai pas sous le coude, non? Euh, je pense que, enfin, j'aime pas parce que ça fait un peu gnangnan, mais, mais vraiment, gardez bien en tête que la personne la plus affectueuse avec vous-même, c'est vous en fait. Ça peut pas tellement être d'autres personnes. Mm. Eh ben, écoute, moi je veux bien ce petit mantra gnangnan. Écoute, je crois qu'on retombe quand même toujours autour de ça. C'est pas forcément facile, mais dans un monde très complexe, c'est de moins en moins facile. Mais la contrepartie, c'est qu'on a de plus en plus d'outils pour y arriver. Voilà. Exactement. Donc, moi, je pense à tous ceux et celles qui ressentaient tout ça il y a quelques dizaines d'années et qui n'avaient pas tous ces outils à disposition. Ouais. Le seul truc, j'ai l'impression qu'il faut dépasser, c'est cette illusion que c'est pas seulement parce que j'en ai conscience que ça va se régler, ça demande du boulot. Allez, prenez soin de vous. Ouais. Merci beaucoup, Emmanuel. Merci beaucoup, Nathalie. Merci.